Chers amis, avant que nous commencions cette entrevue, je vous invite évidemment à aimer, commenter, partager, à vous abonner. C'est très précieux pour la chaîne. Mille merci et très bonne entrevue. Bonjour à tous. Et bien dans cette nouvelle entrevue, nous sommes avec François-Xavier Conzoli. François-Xavier a écrit 7 ouvrages: La République contre la France, La Révolution française par les contre-révolutionnaires. Donc cet essai a été publié aux éditions du Verbeau. Et pour les personnes qui ne connaîtraient pas François-Xavier Conzoli, il est journaliste et essayiste. Et puis ici en fait, son premier ouvrage, évidemment, il me semble sur un sujet plus que piquant, qui est celui de la contre-révolution et de la Révolution française. Mais tout d'abord, cher François-Xavier Conzoli, mille merci d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, merci beaucoup, c'est très gentil de m'inviter, sur vos ondes. Alors peut-être pour plonger directement dans le vif du sujet, pourquoi avoir écrit un ouvrage sur la contre-révolution et puis évidemment, de manière plus extensible, je pense qu'on peut aussi aborder évidemment les Lumières et puis tous les penseurs qui se sont attaqués aux Lumières. Alors, la question du pourquoi, d'abord, bah, ça vient, c'est assez, anecdotique, mais c'est assez révélateur aussi. Ça vient d'un travail de mémoire. J'ai eu la chance, de reprendre des études à un moment donné dans ma vie et faire sciences politiques, en l'occurrence, dans une faculté, de droit et je me suis intéressé à cette pensée contre-révolutionnaire puisque, bah, c'était une petite partie du programme d'ailleurs qu'on avait, durant un cours, mais c'était toute petite partie et moi je m'y suis intéressé, ça m'a plu puisque j'avais décidé de faire un mémoire et ben, j'ai fait un mémoire sur la pensée contre-révolutionnaire et d'ailleurs le mémoire a été, plus ou moins, accepté. En tout cas, au début, ça allait jusqu'au jour où, en tout cas, après avoir passé mon oral, j'ai été, quelque peu vilipendé par le doyen de la faculté. Mais bon, voilà, c'est anecdotique, mais je trouve quand même que c'est assez révélateur pour un sujet quand même qui est très académique, hein, puisque je ne prétends pas, réinventer, l'eau chaude. J'aurais certainement pas cette prétention. Mais je me suis passionné, pour, cette pensée contre-révolutionnaire en revenant, bah, sur tous les penseurs, les grands penseurs contre-révolutionnaires, donc les De Maistre, les Bonald, Mallet-Dupan, Donoso Cortés et cetera. On va développer ça, je pense et voilà, c'est la raison pour laquelle c'est venu. Alors d'abord un mémoire et puis, comme le mémoire était pas assez étoffé à mon sens, je voulais en mettre encore plus et ben, j'ai retravaillé, retravaillé, retravaillé. J'ai, gonflé la chose, si je puis dire. Je l'ai mis sous stéroïdes et puis, voilà, c'est devenu, un livre chez mon ami, Sylvain Durin, donc qui tient les éditions du Verbeau. Voilà. Alors peut-être autre point, peut-être 2 questions en une. Hem, Qu'est-ce qui distingue véritablement ces contre-révolutionnaires? Donc, on peut évidemment aussi évoquer la figure de Edmund Burke, mais vous avez Mmh. évoqué De Maistre, Donoso Cortés. Qu'est-ce qui les distingue? Peut-être quelles sont leurs différences? Et peut-être ça permettra aussi d'introduire l'autre point qui est celui, qu'est-ce qui a permis, heu, ou en tout cas, qu'est-ce qui a influencé les esprits qui, plus tard, aboutira sur la révolution dite française? Alors qu'est-ce qui les distingue? C'est effectivement une école de pensée, beaucoup moins, heu, comment dirais-je? Il y a une unité qui est évidente. Bon, ça, c'est clair. Il y a un fil rouge qui est tracé, des tout premiers, donc de ceux qui assistent à la Révolution française, forcément, Edmund Burke, par exemple, jusqu'à Donoso Cortés qui, lui, écrira, donc au milieu, du 19e siècle, puisque lui, il vient un peu après. Donc il y a bien évidemment un fil rouge. Mais si on parle d'abord de ce qui les distingue, tout d'abord, les contre-révolutionnaires ne viennent pas tous du même milieu. Qu'est-ce que j'entends par là? Ils sont pour la plupart des nobles certes, mais c'est pas le même type de noblesse, si vous voyez ce que je veux dire. Et si on revient un petit peu sans rentrer dans les détails historiques, la noblesse, d'épée et la noblesse de robe, ce n'est absolument pas la même chose. La noblesse d'épée qui était, on va dire, un vestige médiéval et qui avait à cœur de se battre, puisque c'était son rôle, dans la logique tripartite de Dumézil, elle a quasiment disparu, lorsqu'on est au XVIIIe siècle.
c'est désormais une noblesse de robe. C'est une noblesse qui occupe des fonctions, des charges, comme par exemple des notaires, et cetera. On va retrouver beaucoup de nobles d'ailleurs, dans la Révolution française, hein, pour la Révolution française. Et donc il y a des contre-révolutionnaires nobles qui appartiennent à certaines catégories. Il y a aussi une différence de nationalité et ça, c'est très important. Il ne faut pas oublier que Burke, par exemple, a cette analyse sur la Révolution française parce que c'est un Anglais et précisément lui, heu, il, heu, il peut être, par exemple, ça peut paraître, ambigu ou en tout cas curieux, mais pas du tout finalement. Il est partisan de la Révolution américaine. Il n'est absolument pas partisan de la Révolution française. Précisément parce que ces 2 révolutions sont très distinctes. Quelqu'un comme de Maistre, par exemple, lui est savoyard. Donc de Maistre, lui, va être directement concerné par les événements puisque les troupes françaises vont débarquer en Savoie, qui ne fait pas encore partie, de la France à l'époque. Et en débarquant en Savoie et ben, il rejoint en fait la troupe des immigrés puisque beaucoup de nobles vont devoir immigrer, vont devoir quitter, la France. Et il va se retrouver finalement dans le tumulte et forcément ça va le touchant directement, il ne peut que s'intéresser au sujet. Vous avez également donc, Donoso Cortés qui lui, donc comme j'ai dit, viendra bien après, mais lui c'est un Espagnol et comme Espagnol, forcément, il a aussi une autre vision des choses. Il a un aspect beaucoup plus, je dirais peut-être, catholiquement très, très imprégné. Vous voyez? On est à la frontière du mysticisme, où il considère que la Révolution française n'est ni plus ni moins qu'une punition. C'est une punition divine qui est tombée sur la France, mais malheureusement qui contamine, l'ensemble de l'Europe et il sait de quoi il parle puisque de toute façon, en tant qu'Espagnol, l'Espagne a été bouleversée par l'arrivée des troupes napoléoniennes, mais comme beaucoup de pays, en Europe. Donc voilà, ce qui les distingue, il y a beaucoup de choses. Donc il y a l'appartenance, il y a également, la nationalité et aussi, si, c'est faut quand même le dire, cette vision pour eux de la Révolution française, ça se retrouve d'ailleurs dans la façon dont certains pays vont recevoir la Révolution française, certains avec enthousiasme. Pour certains d'ailleurs, ils sont au début enthousiastes. De Maistre, même si, on vient grosso modo l'emmerder chez lui, heu, il est enthousiaste parce que c'est quelque chose de nouveau. Faut pas oublier qu'il y a un attrait pour la nouveauté et la Révolution française, elle, charrie la nouveauté et ça, c'est pour beaucoup, c'est fabuleux, même s'ils vont très vite comprendre que, c'est le cadeau est assez empoisonné, mais au début, beaucoup s'enthousiastent pardon, pour la Révolution française. Donc, il y a aussi un problème de réception. Certains, sont partisans et puis finalement ils ne le sont plus. Certains concèdent à la Révolution française c'était une évidence et qu'elle devait se faire et en même temps que le caractère religieux de la Révolution française est quelque chose, d'assez totalisant, voire totalitaire. Ça sera par exemple, moi je le classe dans la catégorie des penseurs contre-révolutionnaires, ça sera le cas de Tocqueville, par exemple. Même si beaucoup le considèrent comme un penseur libéral, il peut être libéral sur certains aspects certes, mais pour autant, quand on lit son ouvrage sur la Révolution française, on se rend compte tout de même qu'il a une analyse très fine des choses, au point d'ailleurs qu'il note bien que cette révolution est d'abord avant tout une révolution religieuse. Donc voilà, on a aussi c'est une école, assez plurielle qui, fait que, oui, on a affaire à des et c'est une des raisons d'ailleurs qui fait que je l'aime, c'est que c'est une école, avec des hommes, si vous voyez ce que je veux dire? Et les hommes, bien souvent, au gré du temps, au gré de la vie, des événements, des turpitudes et cetera, peuvent s'endormir, parfois se réveillent, parfois changent d'avis ou parfois évoluent au niveau de leur conception du monde et c'est ça que j'aime, c'est que justement, on a affaire à des hommes qui tirent un fil, qui se retrouvent sur la plupart des sujets, mais qui ont, on va dire, une façon bien à eux de l'aborder. Voilà. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de points là, j'ai relevé énormément de choses, donc c'est bon, c'est très bien. Désolé. Non, c'est très bien, c'est parfait. Bon, peut-être, vous évoquiez le fait que Joseph de Maistre était plutôt pour la nouveauté ou peut-être que je sais pas, je pense que ce n'est pas sans lien, mais nous pourrions aussi évoquer le fait qu'il avait un passé maçonnique, notamment il était, officiellement, un illuminé de Bavière. Mmh mh. Donc ça peut-être ça explique aussi peut-être son envie de nouveauté, je ne sais pas. Par rapport à la question de Donoso Cortés et du fait qu'il considère que c'est un châtiment, je trouve, enfin de mon point de vue, peut-être que vous différez sur ce point, mais il me semble en tout cas que ce que nous vivons n'est que le fruit d'une seule chose, c'est-à-dire l'apostasie générale, la déchristianisation et ça pourrait être, en tout cas pour moi, tout à fait être considéré comme un châtiment. Quel est votre avis par rapport à cela? Alors si vous m'interrogez en tant que croyant, il va de soi que,
Et d'ailleurs, l'étude de la Révolution française, au bout d'un moment, vous amène à cette conclusion. Il est clair que si, en tant que croyant, on me demande: «Est-ce qu'il y a un lien entre la situation de la France et peut-être même, oui, du monde?» Il faut le dire aussi, puisque la Révolution française va avoir un impact sur le monde entier. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans une, récente conférence en Suisse, vous étiez là d'ailleurs, que, comme le disait si bien René Sédillot, les conséquences directes, de la Révolution française, ce sont les 2 premières guerres mondiales. Enfin, ce sont pas les 2 premières, ce sont les 2 guerres mondiales en tout cas. 2 premières peut-être, on verra bien. Mais bon, donc oui, oui, si moi en tant que croyant vous me posez la question, ce que je suis, oui, il va de soi qu'il y a quand même une forme, et c'est pour ça que j'apprécie aussi Donoso Cortés, il y a une forme de punition. On pourrait penser qu'il y a une forme de punition. On pourrait penser que quelque part cet ancien monde, ce monde traditionnel, cet ancien régime qui sur plein des aspects était pourri. Il faut quand même le dire aussi, il faut pas, c'est la raison pour laquelle je commence d'ailleurs par là dans le bouquin. Je voulais d'abord expliquer en quoi cette situation advient. C'est pas, le 13 juillet, 89 au soir, clac, ah bah ça y est, là la révolution, non, 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 c'est un long travail, un long pourrissement, ça mature quoi, ça mature. C'est un peu comme, ouais, c'est comme le Panari quoi, faut attendre quoi. Bon bah voilà, bah c'est pareil. Et bah oui, je pense que là, si on me pose la question en tant que croyant, oui. Après, si je prends un regard journalistique, historique et cetera, et qu'on y met une vision, en tout cas une analyse religieuse des choses, on peut aussi penser qu'effectivement, c'est ce que je disais à propos de Tocqueville, c'est que l'aspect religieux est là, qu'on soit croyant ou pas, d'ailleurs. Donc, il c'est une évidence, d'ailleurs, je pense que ça explique beaucoup de choses, vis-à-vis du climat religieux, notamment en France. La religion qu'impose la nouvelle religion, républicaine, maçonnique, et cetera, imposée par la Révolution française, qui balaye, progressivement, avec beaucoup de violence, la religion catholique qui fait, le terreau théologico-politique, et culturel de la France depuis 1300 ans quand même, ben, oui, voilà, c'est-à-dire que un religieux ou quelqu'un qui est à la fois quelqu'un qui est croyant vous dira oui, de façon, on va dire, assez simple, parce que ça va lui sauter aux yeux. Et normalement, un historien, ou un journaliste ou que sais-je, quelqu'un qui analyse les choses, mais sans cet aspect religieux, personnel, un petit peu honnête, ne pourra faire que de même en reconnaissant qu'il y a bien un aspect religieux dans tout ça. Oui. Alors, vous évoquiez il y a quelques instants aussi un point qui sont importants, ce sont les fonctions tripartites des civilisations indo-européennes. Donc là, vous évoquiez aussi la figure de Robert Dumézil. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur ces trois parties hein, qui sont oratores, bellatores et puis laboratores? Vous le citez dans votre ouvrage. Pourquoi? Alors, ben, c'est un petit peu un cadre, d'analyse, intéressant. Moi, je trouve que Dumézil apporte une pierre énorme, dans, on va dire, l'analyse de l'anthropologie européenne, la façon dont les sociétés traditionnelles européennes se sont construites. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Moi, j'utilise cet aspect-là du Dumézil et je me prétends absolument pas spécialiste de Dumézil. Je suis un lecteur et j'aime beaucoup Dumézil, et je trouve d'ailleurs que cette synthèse-là, donc tripartite, cette trifonctionnalité qui fait fonctionner le monde, hein, donc voilà, dans un cadre cyclique où, bah, l'un a besoin de l'autre et l'autre a besoin de l'un, hein, qui est absolument, voilà, il y a presque, en plus, justement, on a un petit côté religieux, il y a presque un côté sainte trinité là-dedans, hein. Il y a un côté, voilà, c'est ce merveilleux cycle-là qui fait que les sociétés traditionnelles qui se sont fondées et qui ont essaimé dans toute l'Europe, heu et ont fonctionné pendant des siècles et des siècles. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé ce schéma pour expliquer en quoi le monde traditionnel, le monde d'avant, fonctionnait. Alors attention, il faut y apporter beaucoup de nuances. C'est un point de départ. À partir de ce point de départ-là, et à partir du moment où on a posé le cadre, on se rend compte évidemment que, même si le cadre est là et qu'il fonctionne toujours jusqu'en 1789, hein, mais évidemment, il y a des nuances. Évidemment, les choses bougent, les choses évoluent, les choses travaillent, et progressivement, les choses se déséquilibrent. Vous voyez?
Et c'est ça le problème. C'était d'ailleurs un des rôles, je pense, du roi sous l'Ancien Régime et du principe d'ailleurs de monarchie. C'est-à-dire qu'il était là aussi pour équilibrer et c'était un savant équilibre tout ça, hein. Tout ça est c'est une mécanique, l'Ancien Régime, c'est une mécanique très fragile, très, très belle, mais très fragile. Comme souvent avec les mécaniques, belles, en général, elles sont très fragiles. C'est vous qui êtes suisse, vous connaissez les monstres certainement, bah, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est souvent très, très fragile et c'est pour ça que, souvent très fragile, si le corps politique, si le roi, si les institutions, si tout ce qui fait fonctionner ce système, ne serait-ce que, voilà, parlons d'une quelque chose qui a 3 jambes si on veut, mais si une des 3 jambes fonctionne mal, les 2 autres fonctionneront mal aussi et ben, c'est tout le problème et c'est ce qui s'est précisément passé, c'est que, bah, progressivement les choses se sont pourries. Donc voilà, c'est en ça que Dumézil, moi, me semblait, particulièrement intéressant. Vous évoquiez le fait que la société était multiple, diverse et que l'on ne peut pas justement tout résumer à un seul phénomène par rapport à l'évolution des mœurs et de l'ambiance générale. Mmh. Et il est vrai qu'il y a une tendance, en tout cas, je crois qu'il faut quand même le dire, à simplifier peut-être trop la Révolution, les Lumières, à la dite judéo-maçonnerie. Alors et aussi pendant votre conférence, vous avez aussi évoqué cela, que c'était peut-être trop simplificateur, pour justement résumer, synthétiser un phénomène. Mais est-ce que vous pourriez peut-être, pas insister sur ce point, mais rappeler quelle est votre position par rapport à cela, trop vouloir insister sur la maçonnerie, sur ce genre de choses, quitte à presque caricaturer un phénomène? C'est une excellente question parce qu'elle est pour moi, elle est énorme. Elle est énorme parce que, le c'est la comment dirais-je? La façon dont internet et dont, on analyse les choses aujourd'hui, médiatiquement, politiquement et cetera, passe beaucoup par internet. Enfin, vous le savez d'autant plus que moi puisque vous tenez une chaîne, YouTube, ce que j'ai fait aussi par ailleurs il y a quelques années, mais je me suis bien rendu compte de ça aussi et ça fait des années que je m'en rends compte. Il y a effectivement une tendance à la simplification. C'est normal, l'être humain est par nature fainéant, donc on n'a pas envie de se de s'emmerder, pardonnez-moi l'expression, à lire des tas de livres, aller dans plein de chemins différents et finalement à travailler et c'est, la grande magie d'internet, c'est que bien souvent, elle nous apporte, des sachèmes qui ont une grille d'analyse qui peut être correcte, c'est pas le sujet, qui peut être tout à fait juste, c'est pas le sujet, qui peut être vérifié, c'est pas le sujet. Tout à fait. Mais à partir du moment où le kidam, le spectateur d'internet, soudain a découvert cette espèce de sachem tout puissant, a découvert la lumière quoi, et ben, il va se contenter de ça et en restant sur une analyse qui souvent est très pratique parce qu'elle est totalisante, bah, puisqu'elle est totalisante, j'ai pas besoin de m'intéresser à autre chose. Puisque grosso modo, bah, mes tables de la loi, c'est ça et basta. Je l'ai très bien, compris, et enfin surtout je l'ai très bien, comment dirais-je? Saisi en vrai, en discutant avec des gens, par exemple, qui me demandaient si dans le livre, je parlais de la franc-maçonnerie. Bah, évidemment, pourquoi j'en parlerais pas? La franc-maçonnerie a un rôle, évident dans la Révolution française, plus qu'évident, elle a un rôle revendiqué, donc je vois pas où est le problème. Il s'agit pas, voilà. Mais c'est toute l'ambiguïté des gens qui vivent un petit peu dans le conspirationnisme en permanence, ce qui ne veut pas dire qu'il y a pas de conspiration, de complot, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, donc c'est pas le sujet. Il suffit si justement on regarde l'histoire, dans l'histoire, il y a toujours eu des complots. Mais le problème, c'est quand on a fait du complot une réponse à tout et quand on fait du complot une réponse à tout, et ben, on devient soit un journaliste de France Inter qui nous explique que, bah, regardez, le complot n'existe pas, il y a jamais eu de complot et tout ça n'est qu'un délire sur lequel on n'a pas besoin de s'arrêter et à la limite, on peut juste faire 2-3 petits sujets là-dessus, histoire de se moquer en ricanant des gens qui y croient. Ou alors, on a, le public, conspi 2500 qui pense que tout est complot et que tout, se fait à travers des complots et cetera. Bon. Et le drame, il est là, c'est une sorte d'équilibre, en fait. C'est qu'à partir du moment où on considère que tout est complot, ben, oui, on trouve une grille totalisante qui nous explique finalement que voici le complot A, voici le complot B, voici le complot C et cetera. Bah, non et lorsque justement j'ai eu des gens qui m'ont demandé: «Mais est-ce que vous parlez de la franc-maçonnerie?» «Oui, j'en parle». «Mais est-ce que vous en parlez beaucoup?» «Bah, j'en parle». «Est-ce que je dois en parler beaucoup?»
Est-ce que je dois en parler? Pas du tout. Non, j'en parle comme je dois en parler puisque, bah, je fais, un bouquin, un essai sur la pensée contre-révolutionnaire, forcément je vais en parler. Oui, bah, oui, évidemment. Pourquoi je ne parlerais pas du fait que De Maistre a été franc-maçon? Donc ce qui apporte justement une grille d'analyse un peu particulière qui sera différente, par exemple, d'Adonoso Cortés, qui lui n'était pas franc-maçon, loin de là. Mais donc bien sûr, faut en parler. Il faut parler de la loge des 9 sœurs, bien sûr. Il faut parler de, du frère Benjamin Franklin et du frère Voltaire, tout ça, il y a pas de problème. Mais tout ça, on le sait, tout ça n'est même pas il y a justement, il y a que l'auditeur, il y a que le rat des pâquerettes auditeur, France Inter qui va penser que si on parle de la franc-maçonnerie par rapport à la Révolution française, mais ce sera du complot. Ah donc non, non, c'est pas du complot. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que le complot aujourd'hui est devenu vraiment une espèce de parasite intellectuel quand on essaie de parler de quelque chose de façon un peu équilibrée et on se retrouve avec sur le dos, et ben, le demi-habile, de France Inter et le demi-habile 100 conspi et dans les 2 cas, on a affaire à des demi-habiles qui vous hurlent à la tronche, qui vous traitent de tous les noms, qui vous disent qu'on n'est pas assez pur d'un côté, donc ça, c'est pour le super conspi ou qui vous disent qu'on est un taré, monomaniaque malade et qu'il faudrait enfermer pour l'auditeur de France Inter. Bah, le drame, c'est que si on est un petit peu le drame pour les gens un peu intelligents justement, c'est que, bah, c'est ni l'un ni l'autre, quoi et moi, je me contrefous, en fait, de l'avis des uns et des autres mais et je terminerai mon anecdote parce que je sais, je suis un peu long. Moi, quand j'ai eu plusieurs lecteurs face à moi qui me demandaient: «Mais est-ce que vous en parlez beaucoup?» Je dis: «Bah, j'en parle comme je devrais en parler». Si vous voulez vous faire une vraie idée, voilà. Mais le titre du livre n'est pas le rôle de la franc-maçonnerie dans la Révolution française. Là, évidemment, c'était mon sujet. Voilà et là, si c'est mon sujet, j'en parle, pratiquement toutes les pages. Mais mon sujet n'est pas uniquement la franc-maçonnerie puisque je parle de la pensée contre-révolutionnaire. Vous voyez, tout ça, c'est assez, on vit à un monde très déséquilibré aujourd'hui, hein. C'est ça, c'est difficile aujourd'hui d'être un petit peu équilibré et d'essayer d'être un petit peu honnête, quoi. Voilà, il suffit d'être un petit peu honnête. Chers amis, petit intermède dans cette entrevue. Vous êtes nombreux à visionner mes vidéos et malheureusement à ne pas vous abonner. Donc abonnez-vous, aimez la vidéo, commentez-la. C'est très important pour la chaîne. Mille merci. Alors, je comprends tout à fait où vous voulez en venir, Mmh. puisqu'évidemment, en règle générale, certains vont dire oui, c'est la judéo-maçonnerie, puis après, dès qu'il faut argumenter, en général, bah, il n'y a plus personne. Ça, j'en conviens volontiers. Néanmoins, là, je suis quand même obligé de dire qu'on est toujours le complotiste de quelqu'un d'autre. Par exemple, je suis convaincu qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont convaincus qu'il y a une influence de la maçonnerie dans la Révolution dite française, mais qui pensent qu'on est allé sur la Lune, par exemple. Voilà. Et puis Mmh. peut-être que quelqu'un à l'instant m'entend dire que je soupçonne que nous ne soyons pas allés sur la Lune et dira: «Oui, haltérophilo, complotiste, on est allé sur la Lune, la preuve en images». Mmh. Ce genre de choses. On pourrait aussi très bien évoquer le fait que Kant, hein, Mmh. pensait qu'il y avait des extraterrestres, hein. Il croyait à E.T. Je ne sais pas si vous le saviez cela? Ah je Heu, peut-être après tout, hein, pourquoi pas, hein, mais Kant a bien écrit un bouquin, Vers la paix perpétuelle, hein, où il expliquait bien que de toute façon, il suffisait de changer la nature des hommes pour, imposer la paix perpétuelle, donc dans ce voilà, cadre-là, mais pourquoi pas, hein? Kant, qui est évidemment un ennemi de l'Église, mais qui était néanmoins un grand esprit, je crois que c'est indéniable, pensait qu'il y avait une vie, des extraterrestres, quoi. Bon, ce à quoi je ne crois pas. Peut-être un dernier point pour cela, ça me rappelle un débat, je crois, entre Julien Rochdy et Youssef Indy, Mmh mh. qui sont évidemment les 2 des caricatures et qui évidemment ne font pas partie du tout de ma ligne. Mmh. Mais je crois à un moment, Julien Rochdy rejetait totalement en fait, l'idée d'une judéo-maçonnerie ou d'un complot ou de que sais-je et il disait: «Bah, voilà, regardez, enfin lisez Taine, moi je connais, j'ai lu Baruel, Baruel c'est des bêtises, enfin ce sont des bêtises» et cetera et cetera. Mais justement, n'y a-t-il pas un piège à vouloir peut-être tout expliquer par les questions sociales, la psychologie de l'époque, et cetera et cetera? Parce qu'au final, à l'heure actuelle, on pourrait aussi tout à fait considérer que, bah, voilà, regardez, il y a du chômage, il y a un problème avec les retraites, il y a un problème avec l'économie, patati patata, vous connaissez un peu tous les arguments habituels. Mais au final, on occulte totalement, il me semble, le combat millénaire dans lequel, nous nous inscrivons, qui est celui malheureusement, heu, d'une volonté de destruction de l'Église
et donc ce que je dis aussi souvent, ce que d'autres disent évidemment, destruction de Rome, donc d'Édom, le complexe, théologico-politique, qui fait, que nous sommes en chrétienté et que c'est bien ça qui doit être détruit. On pourrait même aussi évoquer les Européens d'Europe et la chrétienté. Alors c'était aussi une question longue, hein, je suis navré, je sais pas si Ouais, c'était clair, mais en gros j'ai l'idée j'ai à c'est peu près ça. compris. Oui, bah, alors si je reprends les 2 exemples, heu, bah, oui, c'est très symptomatique. Alors Youssef Indy, je le connais pas, Rushdie, je le connais un petit peu, moi je m'écarte sur table, hein, parce que de toute façon, je ne comme je le dis toujours, je n'ai ni amis ni ennemis, je n'ai que des gens proches de moi. Voilà, le reste, pour moi, ça n'existe pas. En tout cas sur internet, voilà, c'est juste, voilà. Si on se rencontre dans la vraie vie, on va boire un coup et après je mesure en fait qui tu es, mais voilà. Mais il s'avère que oui, bah, Rushdie, je l'ai interviewé, hein, même une fois pour une, Radio Lorraine Enragée, pour peut-être que vos auditeurs connaissent cette feu radio, web radio sur internet et je me suis effectivement rendu compte, mais c'est pas le seul, que ça vaut dans beaucoup d'écoles et dans beaucoup de grilles, enfin, de petites écoles sur internet et cetera, d'influenceurs ou que sais-je. Je me suis vite rendu compte que l'aspect religieux des choses, échappait totalement. Ça n'entrait pas en ligne de compte. C'était à un certain moment, ça et peut-être qu'il a évolué et cetera et moi je ne parle pas des absents plus que ça, mais bref. Ça de côté, je me rends compte et c'est parce que je l'ai appris, je me suis dit: «Est-ce que c'est symptomatique?» Et oui, je pense que c'est très symptomatique. Une majorité de gens, aujourd'hui, parce qu'il faut quand même vivre, ouais, bah, mon boulot au quotidien justement, c'est, je suis voilà, je vais pas le cacher, je suis journaliste, je donne des cours aussi par ailleurs et cetera. Donc je rencontre des gens. Heu, les questions religieuses sont totalement absentes du débat. Attention, quand je dis du débat, c'est en termes familiers, en termes culturels. Heu, d'un point de vue massif, point de vue, on va dire, démographique, pas démographique, enfin, d'un point de vue numérique, pardon, d'un point de vue numérique, l'aspect religieux, je parle pour le catholicisme, hein, l'aspect religieux des choses aujourd'hui est exotique pour les Français. C'est de l'exotisme. C'est tout à fait ça. C'est de l'exotisme. Ça veut pas dire que c'est bien, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est de l'exotisme. Donc, même si les questions religieuses s'imposent d'elles-mêmes, précisément parce que nous sommes entre guillemets «devenus exotiques» et que, bah, par la force des choses, je parle pour la France, mais je me doute qu'en Suisse, pour en avoir, parlé, récemment avec certains qui sont venus à ma conférence, apparemment ça change aussi beaucoup. Certains arrivent et changent le cadre théologico-politique, changent le cadre religieux et donc par réaction, il va se passer quelque chose. C'est ainsi, c'est l'être humain est ainsi fait. Pour revenir à ce que vous disiez sur à propos de l'analyse du dans le débat et cetera, effectivement, l'aspect religieux des choses et l'angle mort de beaucoup de gens, on va dire, à droite, si ça veut pas dire grand chose parce que moi je ne réfléchis pas avec ces catégories-là, mais on va dire à droite, camp national et cetera, ce que vous voulez en France. Bon, l'aspect religieux est un angle mort. Ils ne le voient pas. Tout à fait d'accord là-dessus. Ce qui compte avant tout, c'est d'abord avant tout le côté pratico-pratique. La bouffe, on va dire l'économique, l'aspect, politique des choses et cetera et cetera. Donc là, le politique, l'économique, le partisan, voilà, ça c'est très important. Puis c'est très français ça, hein, ça c'est vraiment le côté partisan, voilà. Toujours dans cette course de la pureté permanente. Bon, OK. Mais une fois qu'on a dit ça, l'aspect, religieux justement, on en fait quoi? Et ben, précisément, c'est quelque chose qui échappe à beaucoup. Heu, certains semblent s'y mettre, tant mieux, mais à la fin et ça je suis, bah, amplement d'accord, parce qu'une fois encore, là, c'est aussi le croyant qui parle, mais au-delà même du fait que je sois croyant, en fait, quand je suis croyant ou pas, on s'en fout. Il suffit simplement de se dire que si, des églises brûlent, si il y a beaucoup moins de catholiques, si, dans les paroisses, certes, heureusement, il y en a qui sont pleines, heureusement, bon, attention, hein, je ne noircis pas le truc, faut ne pas me dire: «Oui, il a dit que tout était foutu». J'ai pas dit ça. Je constate, numériquement parlant, que, bien sûr qu'il y a des églises qui sont pleines dans certaines villes, bien sûr qu'il y a quelque chose qui se passe aussi, et qu'il y a un phénomène de conversion et cetera, machin et encore faudrait voir où et cetera, mais bon, rentrons pas dans ces détails-là, c'est pas l'objet. Mais allons aussi dans les campagnes, les petites églises de campagne sont fermées. Le dimanche à la campagne, je c'est ce qu'a récemment dit Fourquet là en France et c'est tout à fait vrai, on ne va pas à la messe. Le dimanche, on voilà, on se voit entre un petit peu avec la famille et cetera, mais on cause foot.
C'est pour ça que le mot exotisme, à mon avis, convient parfaitement. Le catholicisme aujourd'hui en France, heu, même s'il y a je sais qu'il y a des contre-feux, il y a pas de problème, mais en termes massifs, est en train de devenir quelque chose d'exotique. Mais, vous voyez, je me tempère moi-même, il se passe quelque chose. Je pense honnêtement qu'il se passe quelque chose. Je suis assez surpris aussi de rencontrer beaucoup de jeunes, de voir qu'il y a il y a un mouvement, même dans une génération bien après, bah, la nôtre, parce que je suppose qu'on a à peu près le même âge et oui, il y a quand même quelque chose qui se passe. Mais il est clair aussi que d'un autre côté, ça sent la mort, hein. C'est très cadavérique tout ça, hein. Donc bon, voilà, mais pour répondre à votre question, oui, tout à fait, on ne peut pas se contenter si on se si on se gargarise d'avoir une analyse un petit peu intéressante, un petit peu intelligente sur les choses, sur le politique et cetera, on peut pas se contenter de passer sur l'aspect religieux. Autrement, bah, on a un canard boiteux et puis, bah, on rate il y a des tas de choses qu'on rate et d'ailleurs qui ne nous effleureront jamais on a un canard boiteux et c'est le problème de beaucoup de youtubeurs et beaucoup d'influenceurs aujourd'hui, hein, ils ont leur précaré quoi, hein, voilà, c'est normal, on a son petit précaré, on n'en sort pas, on y est bien, on a nos chaussons et puis tout va bien. Bon, donc ça, c'est clair et sur la 2e partie de la question, après je me tais, oui, il est clair que si vous me demandez mon avis, voilà, personnel, bah, oui, c'est mon avis, ouais, je pense qu'il y a beaucoup ça se fera très douloureux enfin, si changement il y a, ça sera très douloureux et ça se fera à mon avis dans une certaine forme de violence mais c'est comme ça. C'est je pense que c'est en ça que Donoso Cortés me plaît bien quand il dit que la Révolution française est un oui, c'est une espèce de c'est un énorme coup de marteau donné sur la tête des Européens en disant: «Bah, maintenant, en fait, voilà, vous avez péché, le voilà le résultat. Tant pis pour vous» et alors pas tant pis, moi je ne dis pas tant pis, j'ai encore du temps devant moi et je suis pas comme un boomer, c'est pas après moi, hein, parce que j'ai encore du temps et j'espère, voilà, agrandir la famille, tout ça donc très bien, mais bon, je ne suis pas très optimiste. Voilà, on va dire c'est comme ça. Bon, je partage aussi votre avis. En effet, je crois qu'il y a pas beaucoup de raisons d'être, optimiste. Bon, vous savez, c'est aussi ce que le bon mot de Bernanos, hein, qui dit: «Qu'est-ce qu'un Mmh. optimiste? Qu'est-ce qu'un pessimiste? Voilà, un imbécile heureux, un imbécile triste». Il faut être plutôt dans l'espérance, il me semble. Je mettrai une citation à l'écran de Bernanos, justement, par rapport à l'espérance. Maintenant, elle m'échappe. Mais abordons peut-être aussi un autre point qui, il me semble, sont liés, l'un et l'autre. Alors, il y a aussi quelques instants, vous évoquiez l'ambiance de mort, hein, cadavérique, hein, c'est le terme que vous utilisiez. Mmh. Et puis l'autre point qui est celui de la tabula rasa, hein, de la table rase. Alors peut-être que peut-on dire peut-être sur cette fameuse tabula rasa et a-t-elle un quelconque lien justement avec cette idéologie de mort? Donc évidemment la décapitation, enfin bref, l'horreur qu'il s'est passé durant cette période, révolutionnaire au nom des Lumières, entre autres. Et puis aussi évidemment tout ce qui a découlé par la suite, hein. Puisqu'aujourd'hui on pourrait dire que nous avons les fruits pourris, en tout cas de la révolution. Donc je vais citer quelques exemples qui sont évidemment très connus, mais l'avortement, le divorce, la laïcité, enfin tout ce genre de choses qui sont au final, voilà, les fruits pourris de la révolution. Alors peut-être sur ces 2 points, sur la tabula rasa et sur l'idéologie de mort qui règne, durant la révolution jusqu'à nos jours et puis un éventuel lien entre les 2. Alors tabula rasa, oui, il va de soi que, c'est le côté inédit de cet événement. La Révolution française a cela d'horriblement, grandiose si je puis dire, hein, mais je mets bien horriblement avant, c'est qu'il y a cet aspect totalitaire des choses. C'est un événement qui veut englober la vie. C'est pas uniquement, une petite échauffourée militaire, c'est pas uniquement un petit renversement politique. C'est bien plus que ça et c'est en ça que justement, si on analyse la Révolution française, on ne peut pas omettre l'aspect religieux des choses, ne serait-ce que par honnêteté intellectuelle. Donc la Révolution française, c'est un moment où on propose, on impose un nouveau contrat théologico-politique purement rousseauiste
qui consiste à dire, puisqu'on est rousseauiste, qui consiste à dire: «Puisque l'homme est fondamentalement bon, c'est à la société de changer et si la société doit changer, il faut imposer les changements». Sauf que ce sont des hommes qui font la société. Les hommes qui ne veulent pas changer posent problème. Donc, à partir du moment où on a cette façon de voir le monde, il est clair que si on n'accepte pas béatement ce joli cadeau empoisonné et taché de sang qu'on nous offre, il va de soi que le destin du paysan catholique moyen qui, n'accepte pas, par exemple, ben, la levée en masse des troupes, puisque quand la guerre se déclare avec la première coalition contre la France, la République impose une mobilisation générale, qui est pas générale, mais un semblant de mobilisation générale en imposant la levée de 300 000 hommes, ce qui est quand même énorme et beaucoup de Français vont être réfractaires à ça. Quand la Révolution française impose la constitution civile du clergé, elle dit au clergé: «Terminado», la façon dont ce clergé fonctionnait depuis des siècles. On va vous imposer un nouveau système de fonctionnement. On va vous imposer une implication écrite. On va vous imposer à vous, prêtres, on va imposer à vous, curés de campagne, on va imposer à vous, normalement, soldats de Dieu, voilà, du peut-être du plus petit, la plus petite commune, la plus petite paroisse qui puisse exister, mais on s'en fout. On vous impose une nouvelle façon de fonctionner et surtout, on vous oblige à acquiescer et à adhérer aux fameuses valeurs révolutionnaires, à ce programme révolutionnaire. Bah, voilà, et ça, c'est des exemples, on va dire, oui, ça peut paraître, comment dirais-je? Un peu, un peu nuageux, mais si on a ce côté par contre, si on prend un côté très pratique, c'est l'imposition d'un nouveau calendrier. L'imposition du calendrier, c'est le décadi. Le décadi, c'est la semaine de 10 jours et dans la semaine de 10 jours, il y a plus de dimanche. Il y a plus de dimanche, mais il y a plus de repos aussi. Pas oublier que, oui, on a souvent un aspect, heu, très noir, très sombre. Vous savez, c'est le filtre du Moyen Âge, hein. Il y a beau des petits mèmes comme ça sur internet qui sont pas trop mal, où, un réalisateur tourne une scène qui doit se passer dans le Moyen Âge par rapport à un film et le film est, bon, les couleurs sont normales et cetera et mettez le filtre Moyen Âge et tout devient gris. Et non, non, la période médiévale, d'ailleurs, il faudrait même pas dire Moyen Âge, il faudrait dire période médiévale. La période médiévale, plus de 1000 ans, c'est, par exemple, des journées, c'est des années avec des jours, chômés, des jours fériés. Forcément, on fête les saints et cetera, mais qui est, incroyable comparé, par exemple, à la façon dont travaille aujourd'hui un salarié moyen en France. C'est voilà, on travaillait beaucoup moins avant. Le dimanche était sacré, donc dans une semaine de décadi avec le calendrier révolutionnaire, on travaille 10 jours d'affilée. Il y a plus de dimanche. C'est-à-dire que on a compris qu'il fallait on exploite clairement les gens. C'est des choses qui normalement devraient évoquer, ça devrait faire vibrer certains bien-pensants de gauche là qui nous expliquent que, bah oui, il faut pas toucher, aux acquis sociaux. Bah oui, oui, d'accord. L'un des premiers grands projets politiques qui touche clairement aux acquis sociaux de l'ancien régime, c'est lequel? C'est la Révolution française. Bon, alors là, je prends le calendrier, mais il y aurait des tas d'autres choses. Ce que je veux dire, c'est que ce projet-là est totalisant précisément, comme j'ai dit, parce qu'il prend en main toute la vie du citoyen et le citoyen sera encadré de son premier souffle à sa mort par la Sainte République qui, en lui apposant, sur le crâne et sur le cul, si je puis dire, les bonnes valeurs qu'il faut respecter et ben, il rentrera dans le rang. Et c'est ça qui est très, 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 très drôle, si je puis dire, puisque enfin ironique, peut-être pas si c'est drôle, mais c'est ironique, c'est que beaucoup de gens, qui ont une révolution très biaisée de la Révolution française, ben, vous expliquent que, finalement c'était un grand moment de libération, quoi. Ah, libération de quoi? De qui? Oui, libération de certains, oui, peut-être, libération des financiers, libération, d'une certaine noblesse qui «s'emmerdait» entre guillemets et qui voulait s'amuser un petit peu, mais il suffit de voir d'ailleurs le nombre de morts au moment de la Terreur, les principaux guillotinés sont d'abord avant tout des gens du tiers état, hein. Ce sont des ouvriers, ce sont, des commerçants, donc bon, une fois encore, c'est une révolution antisociale de A à Z.
De A à Z, donc les Homans et autres pauvres guiches de la France insoumise devraient un petit peu réviser leur classique parce que même si moi j'ai forcément, on va me dire, oui, oui, toi aussi tu es biaisé, etc. Oui, je ne idéalise pas la période médiévale, hein, ça ne veut pas dire qu'on vivait dans les draps de soie, le bonheur et que le miel coulait dans les latrines, hein, c'est pas le problème, c'est pas du tout ce que je dis non plus. Il faut être mesuré dans tout. Mais par contre, qu'on nous sorte cette bonne vieille blague du la Révolution française est une révolution sociale, mais quelle blague, quoi. C'est à mourir de rire, c'est à mourir de rire. Donc voilà. Bon, donc ça, c'était pour l'aspect totalisant. Et pour la deuxième question, enfin la deuxième partie de la question, j'ai oublié. C'était le lien avec la mort, Le éventuellement lien une avec la idéologie mort. de mort qui régnait et puis voilà, même jusqu'à nos jours, on peut évidemment, faire le Mmh. lien, je pense assez facilement. Ah bah oui, bah alors ça, le lien avec la mort, il est évident. Il y a un aspect, il y a plutôt qu'un grand bond en avant, comme en parlent avec beaucoup de trémolo dans la voix les pro-Robespierre, pro-révolutionnaires, etc. actuels. Euh, Corbière, par exemple. Bah oui, voilà, par exemple, c'est mais une fois encore, vous voyez, c'est ça qui est formidable avec ces gens-là, c'est qu'en fait, ils ont moi, je suis toujours j'essaye vraiment toujours d'être, je veux pas comme disait, mon grand-père, «J'emmerde pas les autres, mais je veux pas qu'on m'emmerde non plus», vous voyez? Et ben, c'est pareil, c'est-à-dire que moi, je ne vois pas tu veux avoir un buste de Lénine chez toi, mon grand, c'est ton problème, j'en ai rien à secouer pour faire simple, mais par contre, que les gens comme vous, qui défendent des Lénines, qui défendent des gars qui, quand même ont massacré des tas de gens et qui ont du sang sur les mains de façon incroyable, hein. Ne rentrons pas après dans des grands débats où un, mon gars, tu vas perdre et 2, à la fin, la seule rhéto enfin le seul objet du débat, ça sera finalement de compter les tibias. Bah, non, non, non et j'ai les pas de problème, j'ai l'histoire avec moi, je ne pense pas que les rois de France sont comparables, même si, tu oserais par exemple me faire cette comparaison-là, je ne pense pas que les rois de France sont comparables avec les totalitarismes et tous les dictateurs et autres Trotsky du XXe siècle. Mais ces gens-là vont quand même vous tenir la dragée haute en vous expliquant sous l'Ancien Régime, c'était horrible, c'était la mort, c'était machin et cetera. Bon et bah, justement, à propos de la mort, pour répondre enfin à la question, la Révolution française a une passion pour la mort. Elle a une passion pour plusieurs choses, l'Antiquité, les Romains, et cetera. C'est un grand retour en arrière, hein, sur plein de plans, la Révolution française, hein. Et c'est un moment politique en France où on a une passion pour la mort, mais une passion véritable. Il y a un bouquin formidable que j'ai lu à ce propos et que je cite d'ailleurs dans le bouquin, dans le mien, qui s'appelle «La Révolution hantée». J'ai oublié le nom de l'auteur, mais ça se retrouve facilement et c'est un bouquin formidable qui explique bien comment les élites révolutionnaires étaient fascinées par la mort, par les enfers, le diable, le Styx, donc voilà, Charon, et cetera, et puis la pièce, de ce qu'on paye en tribut pour passer vers les enfers, et cetera. Bref, il y a quelque chose qui tient vraiment de la fascination pour la mort et il va de soi que ces grands aficionados de la mort vont mettre à exécution, si je puis dire, leurs fantasmes, je sais pas si c'est des fantasmes, mais en tout cas, cette passion, puisque, ben, la guillotine va fonctionner, de façon, absolument incroyable. C'est une machine, c'est une véritable on peut appeler ça une machine de guerre aussi, mais c'est une machine de guerre qui tue, en fait, les civils, quoi, qui tue le peuple. Parce que, s'il ne veut pas se plier et ben, c'est un ennemi. Vous voyez? Et cette course à la mort, c'est ça, cette course à la mort rejoint beaucoup cette fascination pour la pureté. Je pense que, il suffit de voir, je prends toujours cet exemple, mais je le trouve assez pertinent. Il suffit de voir comment justement vous parliez des gens de la France insoumise et cetera. Il suffit de voir comment lorsqu'on appartient à ce genre de parti, mais ça vaut après c'est après symptomatique des partis, mais c'est encore plus vrai là, cette fascination qu'ont ces gens-là pour la pureté. Être le soldat le plus pur et être un pur, c'est, cocher toutes les cases. C'est-à-dire que je suis impur. Je suis impur de la Révolution française, je suis impur du féminisme, je suis impur de l'écologie dont je ne me déplace qu'à vélo, je suis impur, de l'égalité entre les hommes, donc je vais faire, des safaris en Afrique pour apporter des stylos, dans des écoles du Congo et cetera et cetera. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que alors des cas, on va dire: «Oui, bah, c'est juste des gens qui vivent en fonction de ce qu'ils pensent», mais très bien. Sauf Oui, que ça va bien au-delà de ça. C'est que jamais, jamais il ne il s'il faut un petit pas de côté. Si finalement, toute cette pureté idéologique est un petit peu, coincée par un événement de la vie, type, bah, ce qui s'est passé avec,
et j'ai oublié son nom là, enfin bref, Poil de Carotte qui s'est fait choper, par la patrouille parce qu'il avait tabassé sa femme. Bon, et ben, pas de bol Quatennens, et ben, pas de bol pour lui, Adrien, ouais. voilà, et ben, pas de bol pour lui, là, il n'était plus pur. Puisqu'il est bassement redevenu un pauvre petit homme qui, dans un moment de faiblesse, pour des raisons X ou Y, et moi d'ailleurs, je m'en contrefous. Ce que je veux dire, c'est que je j'ai pas à juger ce qui se passe dans une chambre à coucher. Vous voyez? C'est ce que je veux dire, je ne suis pas juriste et ça m'intéresse pas, et dès lors, on vit dans un monde où tout le monde, où justement la morale doit aller dans toutes les chambres à coucher pour vérifier ce qui se passe bien, et ben, voilà le résultat. Ce que je veux dire, c'est si justement ces apôtres ces apôtres, ces soldats de la pureté qui se prennent en fait pour des religieux, parce que c'est ça en fait, hein, la question, c'est que si ces nouveaux religieux-là, qui ont totalement bazardé, qui ont totalement bazardé la religion qui a fait la France, qui ont totalement bazardé les évangiles au nom des saintes, écritures de la Révolution française aujourd'hui, se font choper, à ce moment-là, et ben, c'est un procès en non-pureté et résultat, ils se font dégommer. Mais, moi là-dessus, bah, oui, je suis peut-être pas un pauvre petit croyant, mais je pense que justement, ben, nous sommes, avant tout, nous sommes des pauvres petites, êtres de chair et très faibles, et que précisément, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des conneries, mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes si on peut pas fonctionner, avec cet esprit-là, et le résultat, il est là. Il fait qu'aujourd'hui, on est dans un concours de pureté sur beaucoup de choses, et ces gens, par exemple, de gauche ou extrême gauche, qui eux-mêmes d'ailleurs, puisque, bah, ils célèbrent la Révolution française, donc quelque part, ont cette fascination pour la mort. Lorsqu'ils se font rattraper par la vie, justement, par les petits tracas de la vie, par les par ce que nous sommes en fait, bah, les pauvres petits êtres humains, sous l'œil du patron, et ben, le résultat fait que la seule chose que vous avez finalement, ce sont des procès politiques, quoi. Je suis triste pour eux, fait mais bon. Alors alors moi je comprends où vous voulez en venir, mais moi surtout ce que je leur reprocherais, c'est plutôt, une certaine forme d'hypocrisie, puisque on l'a très bien vu avec, rappelons-nous de l'affaire entre, Raquel Garrido, Corbière et puis la LFI. Au Mmh. final, en tout cas moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait un discours où en fait un peu anticapitaliste de manière générale, il faut aider les ouvriers, mais en fait, ils se sont totalement, je trouve, démasqués, enfin l'imposture a été visible aux yeux de tous, à quel point ils étaient attachés à leur gamelle, hein. La manière dont ça a été, je trouve, dans les médias, leurs réactions, en tout cas moi ce que j'ai pu constater, c'est qu'ils n'étaient intéressés que par une seule chose, c'est leur gamelle et rien d'autre. Et même chose pour, Sandrine Rousseau, pardon. Ouh là là, ça c'est vraiment C'est la force de internet qui rattrape là. exactement. Sardine Ruisseau, non, c'est Sandrine Rousseau, qui nous parle toujours d'égalité homme-femme, enfin femme-homme, pardon, mais qui se vante d'avoir un homme déconstruit. Ce qui fait en fait qu'elle ne veut pas du tout l'égalité entre les hommes et les femmes, mais plutôt évidemment l'humiliation de l'homme, et puis elle a l'air tout à fait contente de revendiquer qu'elle a un homme déconstruit, pour ne pas dire autre chose. Mais revenons-en peut-être aussi à cette idéologie de mort avec un dernier point, si vous le voulez bien, qui est celui évidemment de la décapitation du roi. Je vais citer aussi Pierre Hilard, et comme ça aussi vous pourrez réagir, sur ce point, entre autres, et puis évidemment aussi peut-être, prolonger la réflexion. Alors que nous dit Pierre Hilard? Il nous dit: «Décapiter le roi de France, lieutenant du Christ, est un acte gravissime, c'est un rite sacrificiel. Lorsque Louis XVI a été décapité, un homme a plongé un mouchoir dans le sang du roi et a aspergé la foule. Ce qu'a fait cet homme, c'est ce que faisait Moïse dans la Bible hébraïque lorsqu'il l'aspergeait suite à des sacrifices d'animaux, les Hébreux. La mort de Louis XVI a été un contre-baptême, un baptême satanique. On vit sous les effets négatifs de ce contre-baptême.» Alors je crois qu'en effet, avec peut-être ces citations, on pourra boucler la boucle, si j'ose dire, avec tout ce qu'on a évoqué, et peut-être aussi évidemment clôturer sur ce point qui me semble évidemment essentiel, de la décapitation, du roi. Ah bah oui, ça, la décapitation du roi, c'est un oui, c'est majeur pour comprendre justement les choses, et on revient à ce que je disais sur l'aspect religieux. Si on considère que cette décapitation est une simple décapitation et que le roi finalement est une «victime» entre guillemets, voilà, un martyr pour certains ou, voilà, victime nécessaire pour les autres, que sais-je, là on échappe à quelque chose de très important. Puisque le roi de France, ce n'est pas que le roi de France. Le roi de France, ce n'est pas uniquement, et c'est en ça justement que c'est très intéressant
de poser la question aux gens aujourd'hui, comment ils voient en fait la fonction présidentielle. Mais c'est justement un job. C'est très drôle, on utilise même un mot anglais pour en parler. Un job, c'est un job. Le roi de France, c'est pas un job qu'il fait. C'est pas un job. Le roi de France, déjà sa première chose qu'il faut oublier, c'est qu'on est roi de France de son premier souffle à sa mort et que son fils, c'est sa descendance est destinée à régner. C'est un c'est c'est une vie. On donne sa vie. On donne sa vie, voilà, quand on est roi de France, notre vie ne nous appartient pas. Donc on est père de la nation, on est, comment dirais-je? On est père des Français. Il disait d'ailleurs: «Mes enfants», enfin, je crois que d'ailleurs que, po si je veux pas dire de bêtises, mais, à propos des provinces, je crois que c'est Louis XIII, je crois que c'est Louis XIII ou Louis XV, je sais plus, mais il disait bien, il disait: mes peuples», à propos des provinces, les provinces du royaume de France. Et donc il est père du royaume de France, il est, père de la famille et tous les sujets du roi de France, c'est la grande famille de la France, mais il est aussi, et peut-être surtout, le lieutenant de Dieu. Et quand on est ordonné par Dieu, c'est pas une petite mission qu'on a sur le dos. Et donc en plus, donc tout ça mis bout à bout, quand on tue le roi de France, qu'on décapite le roi de France, qu'on condamne le roi de France à une voix près, hein, comme c'est souvent rapporté, et c'est vrai, hein, ça s'est fait à une voix près, puisque c'est quand même, il faut bien comprendre, ça je le dis bien aussi dans le bouquin, que la fuite à Varennes, qu'on reproche beaucoup au roi de France, est quelque chose d'inévitable. Le roi, au bout d'un moment, parce que, bah, justement, les gauchistes disent: «Oui, mais pourquoi célébrer un roi de France qui est en fait un traître à la patrie?» Mais un traître à qui? Un traître aux Français? Il me semble pas. Puisque déjà, rappelez quand même que la Révolution française est une affaire d'une petite minorité, est une affaire d'abord et avant tout parisienne, est une affaire d'abord et avant tout citadine, donc c'est pas la majorité des Français qui réclament la mort du roi. Petit 1. Petit 2, quand on oblige le roi à se terrer comme une vieille bête aux Tuileries, quand on le menace en permanence et quand alors qu'il justement il essaye de sortir, d'emmener sa famille et cetera, et qu'en permanence, soit la garde républicaine, les sans culottes viennent le menacer en disant: «Non, non, non, tu bouges pas d'un cil coco, sinon terminares». Il est clair qu'au bout d'un moment, le roi en fait n'a plus le choix pour sauver sa propre famille, et avec une logique, bien sûr, ça c'est une évidence, ça se voit avec la déclaration de Plymouth et cetera, il est clair que les royaumes, européens vont intervenir. Oui, il doit partir. Bon, pas de bol, il se fait choper à Varennes. Bon, il revient, là c'est, la fin, de la monarchie constitutionnelle, terminée, et on le condamne à mort. Et en le tuant, effectivement, on ne tue pas qu'un homme, on ne tue pas qu'un roi, on tue un symbole, on tue un être qui est ordonné par Dieu. On tue le lieutenant de Dieu sur terre, qui est à la tête de la fille aînée de l'Église. Donc si on est un petit peu honnête, comme d'habitude, sans être forcément, croyant, c'est mieux si on l'est, mais bon, ça c'est, l'affaire de chacun. Mais si on est honnête et qu'on analyse la mort du roi, on ne peut pas échapper à cette optique-là, si je puis dire. Et la mort du roi laisse un vide, laisse un vide total. On perd donc le lieutenant du Christ, on perd le père de famille, et on perd la figure politique de la France. Raison pour laquelle, c'est très drôle d'ailleurs, les commentaires, qu'ils soient journalistiques, historiques ou autres, disent souvent à propos de la France, c'est un pays où voilà, c'est une espèce de monarchie républicaine, voilà, on aime bien les hommes forts et cetera. Bah oui, bah posons-nous les bonnes questions. Si on se pose les bonnes questions, en général, on a les bonnes réponses. Si on a besoin d'un père, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire justement la France est un pays éminemment dans son sang, si je puis dire, à la fois chrétien et monarchiste. En tout cas, voilà, peut-être pas royaliste, c'est pas la question, mais voilà, monarchiste dans le sens où on a besoin d'un monarque, on a besoin d'un homme fort, et c'est pour ça que les De Gaulle, et autres peuvent trouver leurs petits chaussons, même si, là, il y a quelque chose, il y a une subtilité et puis un instinct politique très fort qui fait qu'on arrive un petit peu à ménager la chèvre et le chou. Mais voilà, cette mort du roi, pour répondre enfin à la question, c'est bien dans la continuité de la fascination de la mort, puisque là, on tue encore et on fait couler le sang.
hein, la révolution, elle est très demandeuse en sang, hein. C'est ce que dit Anatole France dans Les dieux ont soif, hein, c'est exactement ça, hein. Elle est très demandeuse en sang. Il y a un côté sacrificiel et précisément, le sacrifice ultime, c'est le sacrifice du roi, puisque là, si on reprend la lecture girardienne, donc René Girard, et cetera, et certainement, vous avez invité, j'en suis sûr, Sylvain Durin, donc mon éditeur et ami, qui est à fond sur ces questions et il explique bien aussi. Mais René Girard montre bien que la désignation de ce bouc émissaire-là permet en fait de contenter la colère. En disant: «Regardez, enfin le bouc émissaire, le voici. On a eu le Christ, là vous avez le roi de France, sur lequel vous pouvez cracher, sur lequel vous pouvez ânonner, sur lequel vous pouvez poser toutes vos briques, toutes vos doléances, vos cahiers de doléances, et cetera, sur le dos. Il va mourir et en le condamnant, on aura enfin lavé le péché de la monarchie. Les péchés de la monarchie, les péchés de l'Ancien Régime, et cetera. Bon, si c'était si simple, justement, mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais voilà. Et le fait de tuer le roi, on a désigné le bouc émissaire, on a tué le bouc émissaire et ben, finalement, en faisant ça, comme souvent d'ailleurs avec un bouc émissaire, après, ben, ils l'ont plus transformé en martyr qu'autre chose, ce qui est un fait, hein. Donc la mort du roi, voilà, c'est tous ces aspects-là. Et si on est, je terminerai là-dessus, si effectivement on est un petit peu honnête, on ne peut pas privilégier l'une au détriment d'une autre. Très bien, écoutez, cher François-Xavier Gonzoli, mille merci pour ces explications. Je rappelle votre ouvrage, La République contre la France, la Révolution française par les contre-révolutionnaires. Et vous pouvez retrouver évidemment l'ouvrage aux éditions du Verbeau et dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette entrevue, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner à cette chaîne, c'est très précieux. Je vous dis à très vite, à bientôt, haut les cœurs et que Dieu vous garde. Merci Xavier. Chers amis, comme vous le savez, j'ai ouvert mon espace Patreon et l'espace Rejoindre sur YouTube. Donc vous y découvrirez de nombreuses entrevues, notamment avec l'abbé Rioux, Pierre Hillard, Monsieur K, Lounès Darbois et d'autres. Donc participez, vous aussi, au renouveau de la civilisation catholique, au combat contre-révolutionnaire et soutenez la vraie dissidence. Mille merci de vos soutiens et à très vite.